En octobre 2017, dans le Nord, Corentin, un collégien de 15 ans, tue une femme d'un seul coup de couteau. Pourquoi ? Pour le seul plaisir de tuer. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Corentin. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 19 octobre 2017, à Caudry, près de Cambrai, le cadavre d'une joggeuse qui s'appelle Ginette Alvarez, 57 ans, est découvert sur un chemin de campagne. Six mois plus tard, les gendarmes arrêtent un suspect. C'est un adolescent de 15 ans, Corentin. C'est lui qui a tué Ginette Alvarez d'un coup de couteau dans le dos. Je suis appelée le 5 avril 2018 pour une garde à vue dans le cadre d'un crime qui s'est passé quelques mois auparavant. Maître Sandrine Bleu, avocate de Corentin. On m'indique que c'est concernant l'affaire de Ginette Alvarez et on m'appelle dans le cadre de la permanence pénale mineure. Et là, j'indique aux enquêteurs que, non, vous devez vous tromper, c'est pas possible, c'est un mineur et je pense qu'on recherche un adulte. Et là, on me répond, non, c'est pour un mineur. J'avoue que je suis complètement surprise. J'y crois pas. Je vois un gosse assis sur une chaise, un blondinet qui attend sagement que l'avocat arrive pour faire l'entretien et ensuite pour l'audition. Mais je suis totalement étonnée de voir ce gamin parce qu'en plus il est tout petit. Il me regarde, il me dit bonjour madame, comme un gamin bien élevé et à un moment je crois même à une farce en fait. J'y crois pas en fait. Je me dis c'est pas possible, il y a une erreur. J'ai un entretien individuel et personnel auquel personne n'assiste avec le mineur, avec Corentin. Je lui explique ses droits, le déroulement de la procédure. Et Corentin m'écoute bien sagement, ne pose aucune difficulté. Bonjour jeune homme. Bonjour madame. Corentin, je suis là pour t'aider et t'assister au cours de cette garde à vue. Les gendarmes vont te poser des questions. Si, et seulement si tu t'en sens capable, tu réponds. Oui, d'accord, madame. Par contre, si tu as des questions à me poser, c'est maintenant. Non, ça va, madame. Et à l'issue de l'entretien, nous partons ensemble devant l'enquêteur pour qu'il puisse répondre aux questions qui vont lui être posées. Et là, j'ai j'ai un gamin devant moi qui répond bien sagement à l'ensemble des questions qui lui sont posées, qui n'hésite pas à interpeller l'enquêteur lorsqu'il comprend pas. Il dit je sais pas, et puis sur les faits, Corentin répond et ne fuit absolument pas sa responsabilité. Il n'y a pas de dénégation des faits, il reconnaît immédiatement les faits et il ne fuit absolument pas. Ordonnance de mise en accusation de Corentin. Sur Facebook, Corentin a raconté à des camarades de classe qu'il se retrouverait un jour en prison pour le meurtre de Ginette. Il disait « Je vais avouer, je l'ai tué de sang-froid, je n'ai pas eu de remords. Si les flics me croient pas, je tuerai une autre personne. Ils seront obligés de me croire. » Lorsque Corentin passe aux aveux, je suis surprise, je suis stupéfaite. Je me dis comment un gamin peut faire ça. Mais voilà, après je reste dans mon rôle de défenseur des droits, je l'écoute. Après c'est vrai qu'on s'interroge en se disant mais qu'est-ce qui peut amener un gamin à faire ça ? Parce que c'est exceptionnel, un gamin de cet âge-là qui commet un meurtre de sang-froid. Pourquoi un gamin de cet âge-là arrive à faire ça ? Donc il y a plein de questions qui se posent. Dans quel état psychologique, éventuellement psychiatrique, se trouvait Corentin au moment de l'acte et comment il va aujourd'hui ? Comment va cet enfant ?
Code B45. Expertise psychologique de Brigitte Bonafé. Après avoir intégré l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechin, Corentin est transféré à l'unité de Seclin à la suite d'idées suicidaires. Les médecins lui ont administré 3 médicaments antipsychotiques. Je vais me rendre au centre spécialisé pour rencontrer Corentin. Ça me permet aussi de voir comment va Corentin, de prendre de ses nouvelles. Et puis de lui expliquer les suites à venir, c'est-à-dire l'évolution de l'enquête, sa rencontre avec un expert psychologue, sa rencontre avec un expert psychiatre. Et à ce moment-là, c'est toujours cette difficulté, c'est de jongler entre le client et l'enfant, tout en restant dans son rôle de défenseur, sans devenir maternante, quoi. Il faut expliquer à un gamin dans quelle situation judiciaire il est. C'est pas toujours évident de trouver les mots parce qu'il faut adapter son discours pour qu'il puisse comprendre. Madame, ça va se passer comment? Je comprends pas. Il y aura un procès un jour ou pas? Oui, mais l'enquête n'est pas terminée. Tu vas recevoir la visite d'experts psychologues et psychiatres, et puis on va aller voir le juge plusieurs fois. Ils vont t'écouter, ils vont essayer de te comprendre, et tu vas raconter ton histoire. Et puis un jour, il y aura un procès, oui. Il est inquiet parce qu'il se rend bien compte qu'il y a une prise de conscience de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Et il sait qu'il va y avoir une condamnation, il sait qu'il va y avoir une peine, et il trouve que c'est normal au vu de ce qu'il a fait. Et il cherche pas à dire, il cherche pas de circonstances atténuantes ou quoi que ce soit. Il dit voilà, ça s'est passé, je dois être puni. Mais après, savoir si il a conscience de l'extrême violence, je sais pas. La sidération à Caudry 6 mois après le meurtre de Ginette Alvarez. Ce matin dans l'ancien immeuble de Ginette Alvarez, c'est l'incompréhension. Hier soir, j'étais scotchée d'apprendre que ce soit un gamin de 15 ans, quoi. On s'y attendait pas du tout. Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Pour moi, l'ado, ça reste un enfant, quoi. Comment on peut réagir comme ça? Je vais sortir de chez moi, je vais tuer quelqu'un. C'est quoi? Où on vit? Je sais pas. C'est choquant. 15 ans, quand même, il a mis sa vie en l'air, quoi. Il y avait encore des belles choses à vivre, quoi. Maintenant, c'est pas une raison d'aller tuer quand on est énervé, quoi. Au moment où je le rencontre, il n'était pas forcément persuadé d'avoir mal fait. Bonjour madame, c'est pourquoi? Bonjour monsieur, je suis l'experte psychologue madame Bonafé, je viens pour expertiser Corentin. Ah, ma pauvre dame, celui-là, c'est un cas, hein. Il porte pas, il dit rien. Franchement, bon courage, hein. Quand il arrive, ce qui me frappe, c'est son côté poupon et d'emblée son absence à la situation. Et face à moi, ce jour-là, j'ai quelqu'un de particulièrement passif, qui même ne va pas bouger de sa chaise. Il me donne l'impression qu'il est là, certes physiquement, mais qu'il n'y a aucun échange au niveau du regard. Il ne va afficher aucune mimique, c'est-à-dire que je ne capte aucune expression d'émotion. Et de plus, il va s'exprimer de manière à peine audible. C'est-à-dire que je suis obligée de me rapprocher physiquement de lui pour capter ce qu'il veut me dire. J'ai l'impression que ces mots viennent petit à petit, sans aucune fluidité. C'est quelqu'un qui va constamment tenter de répondre à mes questions, qui ne va en réfuter aucune, mais j'ai l'impression à plusieurs reprises qu'on n'est pas forcément dans une même unité de temps et d'espace et qu'on n'est pas dans le même monde.
Code B47. Expertise psychologique de Brigitte Bonafé. Scolarisé au collège Jean Monnet de Caudry dans le Nord, Corentin sèche les cours à compter de la classe de 4e. Il ne supporte pas de devoir rester assis sur une chaise. Corentin pense que ses camarades le perçoivent comme franc, mais un peu violent. C'est avec une certaine complaisance que Corentin va accepter de narrer les faits qui lui sont reprochés. Corentin est un enfant qui n'aime pas l'école, qui présente un absentéisme scolaire assez important. Et il vit seul au domicile paternel avec sa petite sœur. La mère a quitté le domicile familial. Il n'a plus de contact avec elle ou des contacts très très pauvres où elle lui promet des choses qu'il n'a pas. Elle le laisse dans l'attente, elle le fait espérer. Et donc Corentin vit avec un père qui se consacre essentiellement à la petite sœur qui demande beaucoup d'attention. Et il laisse Corentin livrer à lui-même. Et un soir, Corentin se fâche avec son père. Il est très très en colère et en fait, il a besoin d'extérioriser cette colère. Il ne le sait pas comment faire pour extérioriser cette colère parce qu'il n'a pas appris à gérer ses émotions. Et il va, comme il le fait à chaque fois, s'isoler dans sa chambre devant son écran d'ordinateur. En fait, Corentin, d'un site internet à un autre, va être amené à consulter des sites sur le dark web et être exposé à des images d'une particulière violence. Et il n'est pas outillé pour, en fait, encaisser des images d'une telle violence. C'est un enfant, à la base, c'est un enfant lambda, et il se prend tout dans la figure. C'est l'envers du décor d'Internet. Maître Charles-Emmanuel Herpierre, avocat de la famille de Ginette Alvarez. Vous avez ce genre de film d'une rare violence, des films de mise à mort, par exemple, des films de torture réaliste, de vraie torture, des films de vrais viols. Et c'est ce genre de film dont ils s'abreuvaient du matin au soir. Et c'est ce genre de film qui l'ont façonné. Corentin a besoin de commenter, de nous dire « ça me fait rien, je ne ressens aucune émotion » et nous dira même qu'il a besoin de se repasser en boucle ce film. Et il nous dit que ce film a agi tel un stimulus inducteur. Et le lendemain matin, lorsqu'il se lève, il prendra un couteau dans son sac à dos, en disant qu'il va se défouler sans idée forcément précise, et puis il partira sur le chemin de l'école buissonnière, faisant croire à son père qu'il partira au collège. Lorsqu'il sort du domicile avec le couteau, il a une idée il veut extérioriser sa colère. Il n'a pas d'idée préconçue. À l'instant où il le prend, il le met dans son sac à dos, et l'idée en fait lui vient en chemin lorsque il marche, il erre dans les ruelles et puis sur ce fameux chemin de campagne. Ça lui vient à ce moment-là. Il va attendre, il va voir une personne de petite taille passer devant lui. Il va ressentir soudainement une montée d'adrénaline, et c'est cette montée d'adrénaline qui va le porter à agir. Code B47. Expertise psychologique de Brigitte Bonafé. Corentin affirme avoir entendu des voix émanant d'un mec lui faisant injonction de tuer quelqu'un. Cette même voix, associée à ce même message, s'imposerait à lui depuis ses 10 ans. Corentin explique. Depuis 2-3 ans, cette voix revenait plus souvent. C'était soudain. Elle disparaissait aussi vite qu'elle arrivait. Ça se passait surtout le matin, quasiment pas l'après-midi, et un petit peu le soir. Il va à nouveau, avec une certaine forme de toute puissance et de forme de jouissance, nous dire qu'il n'a porté qu'un seul coup de couteau, 20 à 30 cm, au niveau de l'omoplate. Et il dit, une fois de plus, j'ai témoigné de ma force, comme depuis toujours. Il a surtout juste après, évoqué le fait qu'il ait retiré le couteau de la plaie, qu'il ne s'est pas soucié du tout de savoir si la personne était blessée ou décédée,
Et là, à partir de là, il va se dire que il faut surtout pas qu'on le prenne en défaut. Donc il m'explique, alors avec beaucoup, là par contre, de détails, qu'il a pris du temps pour ranger le couteau pour pas qu'on voit, qu'il a nettoyé les 2-3 gouttes de sang sur sa main et sur son visage, et donc il va quitter le lieu du crime. Et là, il récite ça sans précipitation, qu'il va rejoindre le domicile paternel, et ce n'est que le soir qu'il va se laver, mettre les vêtements à la machine à laver et continuer sa vie comme d'habitude. Et quand je vais questionner Corentin en disant mais qu'est-ce que ça te fait, ça lui procure rien en termes d'apaisement. En détention, Corentin reçoit la visite de son père et de sa petite sœur, mais pas de sa mère. Jamais. Corentin raconte à l'experte psychologue une enfance douloureuse. Corentin vit au domicile paternel, la maman qui a d'énormes difficultés personnelles avec des prises de produits stupéfiants, une consommation d'alcool importante et régulière, quitte le domicile et laisse Corentin et la petite sœur de Corentin au père. Et donc c'est le père qui va se débrouiller comme il peut pour élever les deux enfants. Et les difficultés de prise en charge vont apparaître au fil du temps parce que la mère fait des réapparitions sporadiques dans la vie des enfants, ce qui va les perturber. Il est témoin de violences verbales, de violences physiques avec des prises d'alcool des deux côtés. Et il va grandir dans ce milieu particulièrement pauvre, sentimentalement, intellectuellement. Le père va faire comme il peut. C'est pas évident pour lui de gérer. Et puis la petite sœur va prendre beaucoup de place et Corentin, ça reste un enfant particulièrement discret, un enfant qu'on n'entend pas, un enfant qu'on voit pas, et c'est un enfant qui grandit tout seul et qui va devoir se former tout seul parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Et Corentin, fort de ça, a l'impression que finalement ses parents n'ont jamais apporté ce qu'il était en droit d'attendre sur le plan éducatif. Brigitte Bonafé, experte psychologue. Et quand je lui demande quels sont quand même les souvenirs partagés avec l'un ou l'autre, on n'a rien. Corentin ne va nommer aucun exemple concret, positif ou négatif, de ce qu'il a partagé avec son papa. Et il me dit, avec mon père, on ne se parle jamais, car on n'a rien à se dire. Côte B49, expertise psychologique de Brigitte Bonafé. Corentin a une sœur cadette. Leurs parents se séparent en 2012 et le juge confie la garde des enfants au père. Corentin explique l'éclatement de la cellule familiale en disant « Mon père cherchait constamment des meufs, ma mère l'a vu dans son téléphone. » Et de sa maman, il va dire qu'elle l'aurait abandonné, c'est le terme qu'il emploie, quand il avait 7 ou 8 ans. Et au moment où je rencontre Corentin, il m'explique qu'il a reçu quelques courriers de la part de sa maman, mais qu'elle ne met pas l'adresse à laquelle il peut lui répondre. Et donc, il me dit qu'il n'y a même plus de révolte en lui parce qu'il est toujours habitué à ce qu'il n'y ait pas de relation et que les choses soient à sens unique, notamment avec sa mère. Corentin nous laisse entendre qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin d'exister au sein d'un réseau amical. Et donc, comme exemple, il nous dit qu'il se rend dans les cimetières parce que c'est un lieu calme. Malheureusement, je n'en saurais pas plus. Alors qu'effectivement, j'aurais souhaité voir s'il y a un caractère de fascination par rapport au cimetière ou à la mort et savoir ce que ça représentait pour lui. Corentin est un gamin qui a évolué dans un milieu particulièrement carencé.
On lui a pas montré l'amour d'un père, l'amour d'une mère, il l'a jamais eu. Et il a grandi tout seul dans son coin, livré à lui-même, livré aux écrans. Il a été exposé à la violence verbale, la violence physique. Donc en fait, il a grandi dans une indifférence totale et dans une banalisation quotidienne de la violence. La base de cet enfant, si on peut parler de base, elle est pas bonne. Le jour où il a tué Ginette Alvarez, il est devenu visible. Il est devenu visible aux yeux de son père, il est devenu visible aux yeux de sa mère qui est réapparue au moment de sa présentation devant le juge d'instruction. Et il est devenu visible aux yeux de tous. On va prendre une chaise, on va s'asseoir en face de lui, on va le regarder et on va l'écouter. Et c'est la seule manière que Corentin, que ce gosse, ait trouvé pour que on s'intéresse à lui. Ordonnance de mise en accusation. Corentin relate qu'il n'est proche d'aucun membre de sa famille, disant même qu'il n'aime ni sa sœur, ni ses parents avec lesquels il ne partage aucun moment, ni aucune activité. Son quotidien est occupé par les jeux vidéo et les sites violents sur Internet. Il est décrit par les services éducatifs comme un individu introverti, isolé, mutique et au regard froid. Moi, mon hypothèse, c'est que Corentin, même si c'est un peu inconnu, partiellement inconnu de lui, on sent qu'il a une haine, incommensurable en lui. Par rapport à des personnes, et notamment, je pense, son père comme sa mère. Et à ce moment-là, il y a un télescopage qui se produit. Donc, il a cette force, il a cette montée d'adrénaline. Mais finalement, au moment où je le rencontre, il n'est pas en capacité d'établir des liens de causalité entre ce qu'il a agi, cette haine. On a des détails éparses. Et ce qu'il nous dit, et qui pour moi n'est pas un signe de réassurance, c'est qu'il va me dire qu'au-delà de cet acte, il n'a connu aucun apaisement. Et surtout qu'il a agi sans être dans l'affolement, parce que effectivement on pouvait penser, et peut-être que ça aurait arrangé certaines personnes de penser qu'il y avait des troubles graves de la personnalité, mais à ce moment-là, dans les cas de crime, on a des comportements complètement inadaptés, une forme d'affolement, des choses qui n'ont pas de sens, tandis que lui, il finalement nous explique un scénario calculé, tant dans l'avant que dans l'après. Donc on n'est pas dans une agitation qu'on pourrait trouver comme chez certains délirants. Ordonnance de mise en accusation de Corentin. Corentin a confié aux experts entendre des voix depuis l'âge de 10 ans. Le psychiatre ne relève aucune manifestation émotionnelle ou de culpabilité à l'évocation des faits, précisant que l'examen ne révèle pas de troubles psychotiques avérés, ni de symptômes de schizophrénie. Madame, j'ai fait quelque chose qui est pas normal dans la loi. Et pourquoi c'est pas normal, Corentin? Je sais pas, madame. De toute façon, moi je vais sortir vite pour reprendre une vie normale. C'est quoi? Une vie normale pour toi? Je sais pas. Moi, j'aurais préféré, même si c'est d'une banalité, dire je vais trouver un travail, souvent c'est une copine, avoir une maison et des enfants. Bon, ok. Mais au moins, il y avait un petit peu dans ses propos quelque chose qui nous raccrochait à la réalité. Tandis que là, pas du tout. Ordonnance de mise en accusation. L'existence d'actes meurtriers d'une gravité croissante, le plaisir ressenti au moment de ceux-ci, le manque d'empathie, l'absence de culpabilité et les traits narcissiques sont analysés par l'expert psychiatre comme caractéristiques d'une organisation psychopathique de la personnalité. Les psychiatres vont parler effectivement de traits psychopathiques, mais ce sont les traits qui sont présents chez tous les mineurs, l'intolérance à la frustration, la réalisation immédiate du plaisir. Et donc poser un diagnostic avec une certitude évidente, c'est pas possible. Parce que c'est un mineur qui est en construction. Donc les traits de son caractère, de son tempérament sont en train de se façonner. Il passe du statut enfant
à celui d'adolescent. Donc il est en plein façonnage. Donc dire aujourd'hui c'est un psychopathe, on peut pas dire, c'est dangereux, c'est absolument impossible. Je pense que n'importe quel expert psychiatre serait en incapacité totale de dire c'est un psychopathe. Un an et demi après ses aveux, Corentin comparaît devant le tribunal pour enfants de Cambrai. Il a seulement 16 ans et demi. Corentin a grandi, il présente toujours une certaine bonhomie, il a perdu la candeur qui peut caractériser un enfant. Maître Sandrine Bleu, avocate de Corentin. C'est plus le gamin que j'ai vu à la gendarmerie l'année précédente. Là, c'est un adolescent. On voit clairement que son corps est en train de changer. Il a un peu grandi et il a le visage grave. Il a pris 20 kilos parce que les anxiolytiques l'ont rendu énorme. Maître Charles-Emmanuel Herbière, avocat de la famille de Ginette Alvarez. Mais c'est un gamin, c'est-à-dire que c'est une espèce de visage de poupon. C'est un enfant, je veux dire. En plus, il donnait pas la meilleure image de lui-même puisqu'il était sous camisole chimique. On avait l'impression, si vous voulez, que le procès lui passait au-dessus de la tête, que c'était pas son procès. Et j'étais assis en face de lui et je l'observais, pendant 2 jours je l'ai observé, et ce qui me fascinait, c'était son regard complètement noir, sans âme, une espèce de puits sans fond. Code B54. Expertise psychologique de Brigitte Bonafé. Le crime, commis tel que décrit par Corentin, peut être appréhendé comme un acte au service d'une mégalomanie narcissique, marquant une distance absolue avec la victime par l'indifférence. Corentin répond à toutes les questions qui lui sont posées. Il n'a pas une voix qui porte. C'est quelqu'un qui parle très doucement, qui n'a pas un timbre de voix particulièrement fort. Parfois, il sera agacé, encore une fois, par les questions qui lui sont posées parce qu'il y a déjà répondu. Il reste très discret, la tête baissée. Il regardera peut-être par la fenêtre de temps en temps, mais il répondra à chacune des questions qui lui sera posée par le magistrat. C'était des espèces de monologues, soit des monologues, soit des réponses sèches, des réponses de 2-3 mots, pas plus. Malheureusement, les parties civiles en ont été un peu pour leur argent, parce qu'elles attendaient des réponses. Elles étaient venues pour ça. Elles voulaient comprendre comment on avait pu en arriver là, et elles s'attendaient à ce qu'il s'exprime. Zéro, rien du tout. Il attendait que ça passe. Corentin, voulez-vous vous lever? Oui, monsieur le président. Vous vous sentez coupable? Oui, c'est pas bien ce que j'ai fait. Soit. Mais vous avez conscience du mal que vous avez fait? Oui, je pense. Oui, sans doute, mais... monsieur, je me suis pas rendu compte. Je sais, c'est mal. Et donc, à partir du moment où il n'a pas intégré qu'il a fait souffrir quelqu'un d'autre, j'allais dire, je vais simplifier à l'extrême, mais il voit pas l'intérêt de changer. Et donc, pourquoi faire une thérapie? C'est-à-dire qu'on se dit, s'il pouvait nous dire, noir-sur-blanc, voilà, il s'est passé ça, donc j'ai fait ceci. L'aspect rationnel qu'on pourrait y mettre serait une fonction de réassurance pour nous, mais ça lui apporterait rien de particulier. Mais c'est à nous que ça ferait plaisir, parce que on se dirait, on a compris, ou on a faim de comprendre quelque chose. Et je pense que le cas de Corentin, comme souvent les adolescents qui commettent des actes gravissimes, effectivement, ça vient nous préoccuper plus peut-être que chez les adultes, dans certains cas, et notamment le cas de Corentin. C'est très compliqué, si vous voulez, de l'appeler être humain. Je vais être très honnête. Un être humain, c'est quelqu'un qui a quand même une forme de relationnel à l'autre. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je lui souhaite de tout mon cœur de revenir dans la communauté des hommes. Mais malheureusement, le mal est tellement profond que je me demande si c'est possible. Ça interpelle. On a l'impression que c'est un gamin qui est perdu. C'est d'une tristesse infinie. 2 experts qui viennent vous dire d'une même voix, et pourtant ces gens-là sont rarement d'accord, que ce qui nous sépare de son prochain meurtre, c'est le temps qu'il passera en détention,
ça fait froid dans le dos. Je dis pas monstre de façon péjorative. Je dis monstre par opposition à un être humain inscrit dans la société des hommes, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas du tout. Et je lui souhaite un jour de l'être. Maintenant, est-ce qu'il est en capacité de le devenir? Je sais pas. Je sais pas, une fois de plus, je suis pas psy. Je pense qu'il faudra du temps, il faudra beaucoup d'années de reconstruction. Si tant est qu'on y arrive. Je peux pas laisser dire que Corentin recommettra un crime quand il sortira de prison, parce qu'il y a un travail qui est fait en amont au centre du milieu carcéral. Et puis encore une fois, il avait 15 ans, même pas quand il a fait ça. Dire qu'il va recommencer, personne ne peut le dire. Personne. On peut évoquer sa dangerosité, éventuellement, on peut évoquer certains traits, mais ce sont des traits qui peuvent être corrigés, encore une fois. Et c'était un enfant en devenir, un adulte en devenir. Et donc, sa personnalité, elle est évolutive. Code B56. Expertise psychologique de Brigitte Bonafé. Corentin n'est que partiellement apaisé par son traitement médicamenteux. Corentin affirme n'avoir perçu aucun soulagement par son meurtre, et les risques de récidive sont dès lors à ne pas négliger. Alors, je pense que Corentin, quand il évoque avec les OPJ qu'il aurait pu réitérer de tels actes si un frein n'avait pas été mis finalement par la justice, je suis malheureusement persuadée que là, il nous dit vrai. Puisque, comme il l'a lui-même admis, il n'a jamais trouvé un apaisement dans l'acte qu'il a commis. Donc, à partir du moment où on commet un acte, où on prend un positionnement et qu'on est dans l'attente que ça produise du bien-être pour nous et qu'on n'atteint pas, pendant tout un temps, on risque d'essayer de renouveler avant d'envisager une autre solution potentielle. Donc, au moment toujours où je le rencontre, pour moi, les risques de réitération, comme il l'a formulé lui-même, étaient réels. Et en même temps, il faut toujours trouver un espoir. C'est-à-dire que si il trouve quelqu'un parmi les gens qui vont l'accompagner, en qui il ait suffisamment confiance pour accepter de se dévoiler un peu plus, on peut essayer, tenter, réussir, j'espère que ça sera pas un vœu pieux, à faire en sorte qu'il puisse à nouveau trouver une place et sa place dans la société des hommes, parce que ça reste un humain, même si certaines personnes ont voulu voir Corentin comme un monstre. Corentin a été condamné par le tribunal pour enfants de Cambrai à 15 ans de réclusion criminelle et 15 ans de suivi socio-judiciaire. C'était On de la raconte Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête de Vincent Deby et réalisation de Mathieu Frey. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.